Et bonjour à tous. Je voudrais donc vous entraîner aujourd'hui sur la chimie au temps des années folles dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Les historiens de la chimie sont friands de travaux portant sur la naissance d'une industrie ou sa progression. On peut prendre la soude, le blanc, les colorants azoïques, la synthèse de l'ammoniac. On voit aussi beaucoup de biographies de savants célèbres. On dresse le portrait de leurs recherches et les conséquences qui ont suivi, surtout si elles interviennent encore dans la chimie de notre époque, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément une bonne idée. La formation en chimie de ces personnes est abordée, mais généralement de façon assez superficielle. Les professeurs qu'ils ont eus sont assez transparents, à l'exception notable, mais exception quand même, de Mendeleïev. Je suis ravi de voir qu'il y a au programme de notre groupe un petit peu d'enseignement de la chimie. Je trouve qu'il est pourtant extrêmement naïf, voire un peu niais, d'avoir à souligner que, d'une part, la chimie ne relève pas de la science infuse et que, d'autre part, les chimistes ne courent plus depuis très très longtemps après l'élixir de longue vie. Il faut renouveler les générations. L'enseignement n'est pas, à mon sens, une activité mineure ou subalterne. Quelle culture scientifique fournit-on aux futurs citoyens? Comment est-ce qu'on développe l'appétence des étudiants pour se lancer dans des métiers de la chimie? J'ai interrogé la période des années folles. La chimie de l'époque a été transformée par les grandes découvertes récentes en chimie, en physique et dans d'autres domaines encore. Les années folles suivent la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole, et la société est en pleine mutation. Comment les classes préparatoires se situent-elles dans le cadre de la société de ce temps? Elles constituent une formation déjà ancienne, bien enracinée dans la société française et seulement française, dont on fera un très rapide survol. Qui sont les protagonistes? Élèves, professeurs, qui vivent la chimie dans ce contexte, l'observation du programme officiel et des manuels permet de tracer les contours de ce qui se dit et de ce qui se fait dans ces classes. Le paysage est contrasté avec certainement des innovations hardies, parfois abusivement hardies, des lenteurs, des enthousiasmes et des réserves. Les classes préparatoires, il s'agit d'une formation franco-française qui est née suite à l'expulsion des Jésuites en 1764, puis aux destructions révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle. On a construit en urgence des structures nouvelles, dont les lycées, j'entends par là bien entendu les lycées de garçons, et le baccalauréat. Cet examen, créé en 1802, clôture un cursus uniquement constitué d'humanité. Ce sera le cas jusqu'au milieu du XIXe siècle et la réforme de la bifurcation du ministre Fortoul. Il faut donc remplacer les institutions privées qui dispensaient avant la Révolution un enseignement de mathématiques pour préparer au concours des écoles militaires, le génie, l'artillerie, la marine, institutions privées qui ont été dévastées dans la tourmente révolutionnaire. C'est pourquoi les classes préparatoires constituent une formation franco-française. Naissance des classes préparatoires, on institue dans les lycées publics des classes qui ne suivent pas le cursus ordinaire, mais des classes spéciales où l'on enseigne les mathématiques. Quand on parle des classes de mathématiques spéciales, cette expression date de 1809. Ce qui est spécial, ce ne sont pas les mathématiques, c'est la classe. Au cours de cette période très précoce,
Il n'est pas obligatoire d'être titulaire du baccalauréat pour intégrer ces classes, et leur présence dans les lycées ne contrevient pas au principe d'exclusivité des universités ou des facultés pour l'enseignement post-baccalauréat. Au cours du XIXe siècle, les transformations du système éducatif ont été foisonnantes, mais les classes préparatoires semblent avoir joué un rôle de relative stabilité dans ce milieu. On prépare les anciennes écoles militaires, c'est entendu, mais aussi l'école normale supérieure, la nouvelle école centrale des travaux publics, 1794, qui est devenue l'école polytechnique en 1798, avec des effectifs conséquents, le SPCI, Chimie Paris et bien d'autres encore. Les filières des classes préparatoires se sont diversifiées avec les cagnes en 1890 et les épices en 1920. Et ce sont naturellement les taupes qui nous intéressent aujourd'hui. Au temps des années folles, les classes préparatoires aux grandes écoles qui ont déjà une histoire de vieille de plus d'un siècle ont pris leur rythme de croisière avec environ 10 000 élèves répartis sur 1, 2 ou 3 ans pour l'ensemble des filières. Les effectifs de ces classes, avec 10 000 élèves pour l'ensemble de ces filières, les effectifs ont été stables jusque dans les années 60. L'université, au cours du Moyen Âge et de la Renaissance, la chimie est ignorée des universités. Il faut attendre 1675 pour qu'une chaire de chimie soit créée à Montpellier, 1774 pour Paris. Jusque vers 1900, l'université n'est pas concurrente des classes préparatoires. Il est dans la tradition de l'université d'offrir à qui veut écouter des cours ou des conférences, parfois mondaines, qui sont en accès libre et auxquelles on peut assister sans difficulté. L'auditoire peut être plus ou moins copieux selon le sujet proposé et la réputation de l'orateur. Les gens qui cherchent à obtenir un diplôme sont assez rares. Sur les 16 facultés de sciences au milieu du XIXe siècle, il n'y a pas plus d'une centaine d'étudiants. Par exemple, quand Pasteur officie à Lille, avant de venir à l'ENS de la rue d'Ulm, il y a moins d'une dizaine d'étudiants en licence. Après la guerre de 70, les choses changent. Les effectifs s'accroissent et parallèlement, l'université cesse d'être un lieu où l'on montre la science pour devenir un lieu où l'on prépare un métier. En 1896, la licence est entièrement refondue. L'Université de Lille crée un enseignement destiné aux étudiants qui souhaitent faire carrière dans l'industrie chimique avec cours et travaux pratiques et qui est couronné d'un certificat d'études supérieures. Par ailleurs, sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, on peut citer encore l'ouverture en 1917 de l'Institut de chimie de Rouen, qui ne recrutera des élèves de CPGE que beaucoup plus tard. Les élèves. Les élèves de CPGE ont pour objectif d'intégrer l'une des grandes écoles recrutant sur concours. À la sortie de l'école, ces élèves envisagent d'entamer une carrière de salarié de haut niveau, soit comme fonctionnaire de l'État, soit comme ingénieur dans le privé. Examinons quelle est l'origine socio-scolaire de ces élèves, ou plutôt quelles sont les origines quasi inexistantes. Le baccalauréat est alors obligatoire, le baccalauréat scientifique s'entend. Ce qui semble aller de soi aujourd'hui est en réalité très sélectif à l'époque parce que les études sont organisées en filières extrêmement tubulaires et les passerelles permettant de passer d'une filière à une autre doivent relever de l'initiative familiale, ce qui est plutôt rare. Sont ainsi exclus de ces classes les hussards noirs de la République. Ce sont généralement des gens qui sont sortis du rang lors des études
primaire, qui ont ensuite passé un brevet, disons fin de troisième, puis un brevet supérieur et un certificat d'aptitude à l'enseignement primaire. Cette formation est généralement très réputée. Pour passer à l'université, il faudrait passer le baccalauréat. Or, les élèves peuvent se passer du grec ancien, mais certainement pas du latin, qui est enseigné dans les classes de lycée de garçons depuis les petites classes, et les sujets au baccalauréat, évidemment, tiennent compte du fait que le latin est une langue parfaitement connue des candidats. C'est donc une marge d'escalier extrêmement élevée que, en général, les hussards noirs de la République ne peuvent franchir. Ils sont d'origine modeste, ils ne sont pas destinés à préparer l'école normale supérieure ou l'école polytechnique. Les femmes sont également exclues, les jeunes femmes. L'appellation de lycée de jeunes filles ne doit pas faire illusion. Ces lycées de jeunes filles ont été créés par Camille C., c'est-à-dire un contemporain de Jules Ferry. Ces lycées ne dispensent pas un enseignement parallèle à ce qui se pratique dans les lycées de garçons. Les études sont plus courtes d'1 an. Les jeunes filles n'étudient ni le grec, ni le latin, ni la philosophie. Les jeunes filles doivent-elles apprendre à penser? C'est pas sûr. Et elles consacrent beaucoup de temps à devenir excellentes dans les domaines réservés aux dames de la solide bourgeoisie de l'époque. Le maintien, le savoir-vivre, les travaux d'aiguille, la gestion du foyer et des domestiques. Ces études conduisent à un certificat de fin d'études qui, de la vie générale, n'a aucune valeur, ni au niveau de l'enseignement supérieur, ni au niveau professionnel. Il faut un appui particulièrement dynamique de son père pour que Marguerite Rouvière, qui a été lauréate en 1910 du concours de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, puisse effectivement intégrer l'école. Il a fallu solliciter l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique. Il faut attendre 1919 pour voir la création d'un baccalauréat féminin et 1925 pour que les programmes soient alignés entre les lycées de garçons et de filles. C'est trop récent pour les CPGE des années folles, mais ça viendra très lentement toutefois. 17,7% de jeunes filles en 1980, et la parité n'est pas encore obtenue de nos jours. Nous sommes même en régression. Madame la ministre démissionnaire chargée de cette question en parle très souvent. L'université est peut-être moins sélective, puisque même si les filles ne représentent que 5% des effectifs, c'est un petit peu plus que ce que nous voyons en classe préparatoire. Et il faut noter que ces demoiselles fréquentant l'université sont pour les 3/4 d'entre elles de nationalité étrangère. L'évaluation que je cite date de 1905. Maria Sklodowska, la future Marie Curie, est emblématique de ce phénomène. Il est plus facile pour une étrangère d'obtenir l'équivalence du baccalauréat français grâce à un diplôme étranger qu'à une Française ayant fait des études dans un lycée français après un cursus français d'entrer dans ces universités. Les anciens de l'enseignement technique sont exclus également. Pourtant, certains d'entre eux ont pu effectuer des exercices de chimie pratique, on dirait aujourd'hui des TP, qui donnent une connaissance expérimentale dans le domaine très supérieur à ce qui concerne les garçons de lycée. La séparation entre études théoriques et expérimentales se lie également du côté des laboratoires.
Dans le livre « 120 exercices de chimie pratique décrits d'après les textes originaux et les notes de laboratoire et choisis pour former des chimistes », on lit « Nous ne donnons pas, ou presque jamais, de renseignements théoriques. Au moins, c'est assumé. » Les jeunes gens bien nés, les jeunes gens des milieux ultra favorisés ou qui grandissent dans des familles d'industriels ou du monde agricole de haut niveau sont probablement peu motivés par des études en classe préparatoire aux grandes écoles, alors que des responsabilités n'attendent qu'eux dans l'usine ou l'exploitation familiale. Il ne reste donc, si on peut dire, que des garçons issus de milieux de cadres, d'ingénieurs, de fonctionnaires, ce qui montre le caractère très endogène des CPGE de l'époque, critique qui est encore souvent formulée aujourd'hui. Les professeurs, alors qu'ils enseignent à un niveau post-baccalauréat à qu'ils travaillent dans des lycées, les professeurs ne sont pas des enseignants-chercheurs de l'université, mais des agrégés. Concours qui avait été créé en 1808 pour enseigner dans le second degré. À la réouverture du lycée Saint-Louis à Paris, après les désordres révolutionnaires, tous les professeurs nommés sont dans ce cas. Il est à peu près impossible d'effectuer une carrière au cours de laquelle on officie en classe préparatoire, puis à l'université avec un retour éventuel en classe préparatoire. Ce cloisonnement est encore largement en place aujourd'hui et les professeurs donnent l'image de personnes travaillant dans un milieu peu ouvert. On entend parler parfois de tour d'ivoire ou d'aristocratie de l'enseignement. Mathématiciens, physiciens ou chimistes. En ce qui concerne les disciplines enseignées, les mathématiques se taillent la part du lion au niveau des contenus, des horaires et du prestige. Il y a, au cours du XIXe siècle, séparation de l'agrégation de mathématiques et l'agrégation de physique et chimie. Au temps des années folles, l'agrégation de chimie, sciences physiques option chimie, n'existe pas encore. Il faudra attendre 1959. La chimie est donc enseignée par un homme qui n'est plus un mathématicien, mais qui est souvent plus à l'aise en physique qu'en chimie. Notre part de chimiste est donc, dans le concert des domaines scientifiques enseignés, la part du pauvre. Le programme. Un texte peu directif, l'examen du programme officiel du 18 juillet 1925, faisant suite à celui de 1904, réserve quelques surprises. Il concerne la classe de spéciale, mais aussi la classe de spéciale préparatoire, notre SUP, pour laquelle l'enseignement n'est pas tenu de traiter la totalité des items proposés. Aucun lien n'est revendiqué avec l'enseignement qui précède, et l'on doit construire à partir de rien. Le programme se limite à 60 lignes d'un texte écrit sur 3 colonnes. C'est une concision devenue assez rare de nos jours. Moins directif que ce que nous pratiquons, il laisse une place plus large à la liberté pédagogique. Le professeur peut proposer, à son initiative, des exercices pratiques. Toutefois, l'annexe souligne 2 écueils quelque peu contradictoires. Les jeunes gens ignorent à peu près totalement la technique des laboratoires et l'usage d'appareils rudimentaires ne peut conduire qu'à des résultats médiocres. En évitant les expériences trop risquées, les expériences trop indigentes, le professeur est évidemment incité à construire une science expérimentale très peu expérimentale. Le professeur pourra effectuer lui-même des expériences lors de son cours, demander une démonstration à un membre du personnel technique si la situation est favorable, mais les élèves eux-mêmes ne sont guère sollicités pour manipuler. Nous avons donc là, pendant
le pendant de ce qui a été dit au sujet de l'enseignement technique. Pourtant, lors de la création de l'école polytechnique, Fourcroy avait insisté sur l'intérêt d'un enseignement couplé de théorie et de pratique en chimie. 2 journées d'une décade devaient être consacrées à la chimie, avec un cours d'1 heure suivi de travaux pratiques. Les produits synthétisés par les étudiants devaient être proposés à la vente. Une notation atomique. Une large partie du programme est consacrée, je cite, à la notation atomique. Ce titre peut étonner, comme on va le voir, puisque le contenu ne se prononce pas sur la réalité des atomes, alors que la guerre de l'atomisme moderne est close depuis la publication de l'ouvrage de Perrin en 1913, Les atomes, et osons le dire, le décès de Marcellin Berthelot, aussi anti-atomiste qu'influent, survenu en 1907. Il n'est question que d'une notation, une notation privilégiée parmi d'autres. La chimie du XIXe siècle en a connu de nombreuses. Les items à traiter concernent la loi des volumes, la loi d'Avogadro, la loi des chaleurs spécifiques et autres. On croit reconnaître les 3 premiers chapitres de la table des matières de l'ouvrage de Wurtz, datant de 1883, à la différence près que le mot hypothèse est remplacé par le mot loi. Cet ouvrage consacre une science fermement établie et on ne peut que regretter ce décalage temporel. Dans la partie notation atomique, on a aussi la surprise de trouver la thermodynamique classique que nous connaissons bien, mais là aussi il s'agit de règles, de l'état initial et de l'état final, de lois du déplacement des équilibres, de lois d'action des masses. Aucun principe, aucun théorème, et donc la possibilité de voir surgir des exceptions. Le programme se réfugie dans une posture délibérément positiviste, et si on ose dire, après les propos d'Auguste Comte sur la chimie, posture prudente mais plutôt passéiste. Notons que tous les bilans conduisent à un équilibre. C'est l'overdose. La décomposition-synthèse de l'eau n'échappe pas à la règle et on calcule dans un manuel le taux de l'eau dissociée à des températures et pressions ordinaires. Le résultat n'est pas rapproché du nombre d'Avogadro. C'est heureux pour l'interprétation du résultat. Quand l'équilibre n'est pas atteint, c'est pour des raisons cinétiques qu'on attribue cet effet au frottement chimique, notion quelque peu obscure. Le programme ne propose de traiter que la notion de catalyse, qui semble quelque peu hors sol dans ce contexte. Et des monographies. Suit une longue liste de monographies sur les métalloïdes et leurs principaux composés. On en compte 13, hormis les gaz rares, le carbone n'est présent que dans le cadre de la chimie minérale. Il n'y a pas de chimie organique. Dans la batterie de Grignard, prix Nobel 1912, on ne parle pas de magnésien en CpGe, on ne parle pas de Lebel-Granthoff, on ignore les progrès de la grande IG Farben, qui synthétise en Allemagne une foultitude de colorants nouveaux qui intéressent peintres et teinturiers naturellement, mais aussi la recherche médicale. 13 monographies, cela paraît lourd, d'autant qu'il faut avoir de la matière pour alimenter la question de cours des concours qui se doit d'être construite, documentée et brillante. Si vous voulez relever un défi, je vous propose de préparer une réponse à ce sujet de 1911 au concours de l'école centrale, je cite, l'acide cyanhydrique. On ne parle pas non plus de métaux. Pour ceux qui ne poursuivront pas d'études de chimie, c'est une connaissance à la fois encyclopédique et hémiplégique qui est au programme. Alors que les brevets allemands sont devenus libres de droit, comme faisant partie des dommages de guerre, il est surprenant de constater que le programme ne valorise pas les progrès enregistrés par la chimie allemande d'avant-guerre dans ces domaines. Notons que Fritz Haber, qui a mené une étude thermodynamique nourrie sur la synthèse de l'ammoniac à partir d'hydrogène et d'azote,
n'est même pas cité dans l'index historique des manuels. Il faut peut-être voir dans les autres recherches l'origine de ce silence. Les gaz de combat et aussi un produit qui sera utilisé plus tard, l'atroce Zyklon B. L'expérience dans les manuels. Au chapitre 3 de l'ouvrage Paul, qui en est en 1927 à sa troisième édition revue et modernisée, on lit « Analyse et synthèse de l'eau ». On dispose d'un schéma détaillé pour l'analyse, c'est-à-dire le retour au corps simple, oxygène, hydrogène. Mais l'observation attentive nourrit le doute. Il y a un doute sur la capacité du professeur à évaluer la température de 1300 degrés Celsius qu'il s'agit d'avoir. Ce qui est cité, c'est AB est porté au rouge blanc. Il y a quelques inquiétudes concernant la sécurité des personnes quand on voit qu'il n'y a pas de flacon de gaz. L'attention du maître distraite par l'attitude d'un élève, une petite baisse du régime de chauffe, et il y a un retour d'eau inondant le fil de platine avec court-circuit et vaporisation brutale. Il vaut mieux ne pas tenter cette expérience. L'électrolyse laisse également perplexe. Quand, après avoir électrolysé l'eau, on mesure la tension aux bornes du dispositif, on obtient 1,23 volts, valeur qui ne nous est pas totalement inconnue. C'est un miracle. Ceux qui ont réalisé l'expérience savent bien que l'on n'obtient pas cette valeur et qu'il s'en faut de beaucoup, le couple O2H2O étant lent sur platine. Le choix de l'auteur est un choix de simplicité, utilisant un produit des plus ordinaires, un choix capable de motiver les élèves, un choix pédagogique qui relève plus du mythe fondateur que d'un rapport d'expérience. Une pratique assez générale, Jean Perrin, qui n'écrit pourtant pas un manuel scolaire, procède de la même façon. La décomposition de 100 parties de sel ammoniac, c'est-à-dire du chlorure d'ammonium, peut s'effectuer de la façon suivante. Traitement à chaud pour obtenir un mélange de gaz, effusion pour les séparer, dissolution et électrolyse du chlorure d'hydrogène, traitement à l'étincelle de l'ammoniac et on obtiendra, je cite, 26 g 16 d'azote, 7 g 50 d'hydrogène, 66 g 34 de chlore, de poids égal à celui du sel disparu. La conservation du poids des éléments se vérifie aisément, dit-il, avec une précision de 4 chiffres significatifs. À l'époque où Magritte peint « Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une expérience », il y a du réalisme, mais il y a aussi du merveilleux. Il y a toutes les caractéristiques d'un mythe fondateur. L'atome dans les manuels. Les ouvrages d'enseignement sont plus hardis que le programme en ce qui concerne l'atome, puisqu'ils traitent de l'existence de l'atome, de sa composition, de sa structure. Ces pages apparaissent assez loin dans le développement des ouvrages de façon presque clandestine et ratant de ce fait une partie du bénéfice que l'on pourrait tirer d'une présentation ab initio de l'atome.
Ces ouvrages d'enseignement présentent un modèle d'atome de style atome de Bohr, prix Nobel 1922. C'est très novateur pour l'époque, et pour Schrödinger, 1926, il faudra encore attendre. Il y a un noyau, très petit, des protons, des électrons, des électrons dans le noyau. Le neutron n'a pas encore fait son apparition, et un ou des électrons périphériques. La structure du noyau peut être diverse pour un même élément, ce qui conduit à la notion d'isotopie. Les électrons circulant à grande vitesse autour du noyau sur une trajectoire circulaire. Pour l'atome d'hydrogène, le rayon obtenu par calcul est de l'ordre de 5-10-9 cm et on calcule le temps nécessaire à l'électron pour parcourir un tour complet. Bohr trouve 10 puissance moins 17 secondes. Il s'agit donc d'un modèle dynamique. Pour les éléments plus lourds, on imagine une répartition par couche. On notera le décompte des électrons périphériques pour le bore, 2 plus 3, pour le carbone, 2 plus 4, pour l'azote, 2 plus 5, pour le sodium, 2 plus 8 plus 1, etc. Dans l'ouvrage du Lamiran, eh bien, nous avons un schéma qui donne la distribution des électrons autour du noyau. Le Lamiran est très réservé sur ce qu'il faut penser des grandes périodes, même si son intuition est loin d'être mauvaise, puisqu'il suggère que le remplissage électronique est peut-être simultané sur deux couches différentes. Il va de soi que les lois de la mécanique classique ne sont pas validées pour ce modèle, pourtant qualifié de planétaire. Si les forces de Coulomb ressemblent fort aux forces de gravitation, le parallélisme entre ces deux domaines reste toutefois limité. Pas de trajectoire elliptique, pas d'interaction électron-électron, pas de discussion sur la stabilité de la structure. Il ne s'agit pas d'une théorie au sens où nous l'entendons aujourd'hui, on raconte, sans plus. En physique, l'intérêt de ce modèle résulte principalement dans l'interprétation des spectres de Ray. On peut ajouter l'expérience de Frank et Hertz. Dans le domaine de la chimie, la notion d'électron superficiel permet de justifier la parenté des propriétés chimiques de deux électrons placés sur une même colonne de la classification périodique, de même que l'évolution de l'électropositivité le long d'une ligne ou d'une colonne de la classification périodique, comme le souligne Lamiran. Bohr souligne que les atomes tendent à compléter à 8 leur couche extérieure d'électrons. Il cite l'argon, qui a déjà 8 électrons et qui aura donc une valence nulle. Le fluor, 2 plus 7, deviendra l'anion fluorure 2 plus 8. Le sodium, 2 plus 8 plus 1, deviendra le cation Na+, 2 plus 8. La liaison chimique peut être décrite comme parfaitement covalente, comme en témoigne ce modèle de la molécule de fluorure que l'on trouve dans le livre de Marcel Boll. On ne peut pourtant pas dire que le sodium compte 8 électrons périphériques dans ce modèle, mais 0. Pour la molécule d'eau, Boll propose une structure parfaitement ionique, mais cite un angle PO, P', P pour proton, de 220 degrés, que rien ne justifie. On a aussi la surprise de voir que le graphite et le diamant sont formés de molécules de formule C2 avec une quadruple liaison, alors que les données expérimentales, cristallographie, température de fusion, ne valident en rien cette affirmation. Encore une fois, c'est l'overdose. L'atome de Lewis reste au bord du chemin. L'atome de Bohr donne parfois satisfaction aux physiciens.
Il est parfaitement incapable en chimie parce qu'il ne remplit pas l'espace. Il est plat, totalement plat, aussi plat que le disque 78 tours de la maison Pathé, qui en 1927 permet d'entendre Miss Tinguette chanter Ça c'est Paris sur une face et Il m'a vu nu sur l'autre. Le chimiste sait que l'atome est en dimension 3. Lewis propose en 1916 un modèle cubique des éléments de la seconde ligne de la classification périodique. Les électrons se répartissent sur les sommets d'un cube qui constitue une coquille rigide. Quand la répartition se fait sur 3 couches, il propose même une structure présentant 2 cubes concentriques, l'un plus petit que l'autre. La liaison chimique est alors conçue comme la formation entre 2 atomes de paires d'électrons. Cette paire d'électrons peut se comprendre comme issue d'un électron apporté par chacun des atomes ou par l'apport d'une paire d'électrons venus d'un atome alors que l'autre n'en fournit pas, mais qui présente un déficit d'électrons de 2 unités, au moins, sur le cube externe. On aura alors soit une liaison covalente de type carbone-carbone, soit la formation d'un sel entre un acide de Lewis et une base de Lewis. Nous avons vécu un webinaire sur Lewis qui a largement développé ce modèle. Le chimiste sait aussi depuis bien longtemps que le lien covalent est dirigé. On pense aux travaux de Lebel et Ventov de 1874. J'avais publié dans le BUP un article sur ce sujet il y a plus de 30 ans, autant dire l'Antiquité gréco-latine. Le succès très vif remporté par ces deux chimistes, Lebel et Ventov, est à rapprocher de la recherche de substances qui répondent à la même formule brute en chimie organique. L'isomérie de configuration chez les alcènes qui n'existe pas chez les alcynes, l'isomérie optique liée à un atome de carbone asymétrique peuvent s'interpréter par l'existence d'atomes de carbone tétraédriques ou tétragonaux pour faire plaisir à Julien Lalande. Deux atomes de carbone partagent un sommet si la liaison est simple, deux si elle est double, une face si elle est triple. Cube, tétraèdre, en fait, le tétraèdre et le cube sont parents. Si on rapproche deux électrons pour former un lien covalent désigné par un trait dans la notation de Lewis, on passe du cube au tétraèdre. Cela fonctionne aussi pour la liaison double, comme dans le dioxyde de carbone, qui fait partie du programme officiel puisqu'on ne considère pas qu'il relève de la chimie organique. Là encore, rapprocher deux électrons qui interagissent de façon coulombienne, c'est hardi. Les deux modèles, Bohr et Lewis, sont donc contemporains et concurrents, et le modèle de Lewis semble beaucoup plus riche aux yeux du chimiste. Cependant, il perd la bataille. Lewis est omis des ouvrages étudiés. Le problème est celui du professeur de physique et de chimie qui, comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, devrait cultiver une personnalité double selon qu'il enseigne l'une ou l'autre des disciplines. En fait, c'est l'atome du physicien qui l'a emporté. La chimie vécue en classe préparatoire à grandes écoles est très orientée vers la connaissance, la compréhension de la matière et de ses transformations. Il est très fréquent que les transformations consistent à passer du corps composé au corps simple et de revenir ensuite au corps composé dans une promenade en forme d'aller-retour qui séduit la pensée mais qui néglige l'industrie et le commerce. Au niveau des concepts, la chimie que l'on enseigne, est franchement novatrice en dépit de l'inertie observée du côté des concepteurs de programmes qui semblent accuser un retard d'un demi-siècle sur la recherche. S'il y a prise de risque, il y a aussi parfois des excès qui se sont évanouis au fil du temps. Les professeurs ont construit un champ de connaissances avec des mythes fondateurs, des lois, des limites, une autonomie vis-à-vis d'autres champs scientifiques, exception faite de la physique.
Des professeurs qui ont su créer un objet singulier et fascinant, la chimie des classes de mathématiques spéciales. Bibliographie rapide.